Yoshua Mishav, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, à vous-même, à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on peut dire d'une certaine manière, les jeux sont faits, ou en tout cas au moins une partie des jeux, parce que le véritable enjeu sera le 2 mars prochain. Mais je voulais avoir votre réaction, tout d'abord, à cette union de la gauche israélienne entre le parti Meretz et le parti travailliste. Vous pensez que c'était ce qu'il fallait faire ? Oui, c'était ce qu'il fallait faire, mais vous savez, Daniel, quand moi je m'unis à quelqu'un pour faire ensemble un bout de chemin, ensemble un bout de chemin, une mission commune, j'essaie au moins de pas donner l'impression d'avoir eu un couteau sur la gorge et de tirer une tête jusque par terre. Alors là, je sens que vous parlez d'Amir Peretz, non ? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? Absolument incompréhensible. Ben, écoutez, il suffit de le voir. Moi, je ne rencontre pas Amir Peretz, mais je regarde la télé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai déjà vu des gens plus contents et plus rayonnants et plus souriants quand ils partent quand même à l'assaut d'un projet politique extrêmement important. On comprend très bien qu'il a été forcé probablement à l'intérieur de son parti, qu'il n'avait pas envie de le faire. Et pour moi, c'est incompréhensible parce qu'Amir Peretz est réellement est un vrai homme de gauche. Je veux dire, c'est ça. Tout au long de son parcours, c'est un dirigeant ouvrier, c'est un type qui a les mains propres. Il est en politique quand même depuis très longtemps. Il a eu des fonctions très importantes. Il a été ministre, il a été tout ce que vous voulez. Il n'a jamais... aujourd'hui, en Israël, malheureusement, ça commence à devenir un peu rare. Il n'a jamais été inquiété par qui que ce soit pour des affaires de moralité personnelle, corruption, etc. Et encore une fois, malheureusement... Alors pourquoi ? Comment vous expliquez cela ? Je ne sais pas. Daniel, n'est-ce pas peut-être parce que le parti Meretz, ces dernières années, a on va dire, opéré un tournant, on va dire, un virage plus à gauche, proche, on va dire, même qui remet en cause, on va dire, même sa définition sioniste. Vous le savez, c'est un débat au sein du parti Meretz. Est-ce que le parti doit se définir comme parti sioniste ou parti de tous les citoyens ? Il y a un débat idéologique à ce niveau, et peut-être que Amir Peretz craignait que cela ne porte atteinte, si vous voulez, au parti travailliste, à la tradition travailliste, on va dire. Écoutez, c'est possible, mais je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à Meretz. Il y a effectivement au sein du parti Meretz une aile plus radicale, on va dire, qui voudrait remettre en question la définition du parti comme parti sioniste, mais jusqu'à nouvel ordre, l'écrasante majorité, chaque fois que ça vient à un vote au comité central du Meretz, ou je ne sais pas, la VEIDA, c'est pas vraiment un comité, mais bon, à l'Assemblée générale, on va dire, du Meretz, cette aide radicale se trouve en très grande minorité, et une partie d'entre eux, d'ailleurs, vont probablement voter cette fois-ci pour la liste unie la Reshima Meshutefet. Mais c'est extrêmement minoritaire. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez avec le Meretz en troisième position un général d'armée, ancien chef d'état-major adjoint, je crois que venir remettre en question, venir soulever ce point-là, c'est un mauvais procès. Si Amir Peretz, si ça a été ça qui a préoccupé et empêché Amir Peretz de se donner à fond dans cette union-là, je pense qu'il a fait un mauvais calcul. Et vous savez, si vous n'êtes pas vous-même enthousiaste de ce que vous faites en politique, comment voulez-vous convaincre les gens et créer l'étincelle qui va mobiliser les militants, les activistes, les électeurs? Oui, mais vous savez qu'il y a des mariages d'amour et il y a des mariages de raison. C'est pas obligatoirement le même genre. Non. On est d'accord en politique aussi, et surtout peut-être, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, la position de ce qui reste de la gauche israélienne est tellement difficile aujourd'hui. C'est ça. L'intoxication qui a été faite à son égard, qui aujourd'hui, lorsque vous osez, mais alors il faut prenez votre courage à deux mains, vous dites la parole grossière du mot paix avec nos voisins. Oui. Ou gauche ou paix, vous êtes déjà plus ou moins catalogué et vous avez perdu déjà l'attention d'au moins la moitié de la population. Alors si les gens de cette gauche elle-même, encore une fois, ne partent pas à l'assaut
de l'opinion publique avec je sais pas, moi j'allais dire pratiquement avec le couteau entre les dents, mais enfin, disons avec le feu sacré, ils vont pas arriver à grand chose. Alors évidemment, oui, électoralement, il est évident que maintenant on va plus vivre avec la terreur du seuil des 4,5% et voilà, il y aura une dizaine de députés de gauche. Maintenant, est-ce que ce bloc technique continuera après les élections ou est-ce qu'à peine les élections terminées, il se scindra, je ne sais pas. Moi, encore une fois, et puis cette union a été faite de manière maladroite et elle laisse dehors aussi, Daniel, elle laisse hors des 10 premières places l'unique candidat arabe, Issaoui Fredj. Et ça, pour moi, je pense que pour beaucoup de gens de gauche, un parti de gauche qui ne parvient pas à trouver une place pour un député arabe dans ces 10 premières places, c'est problématique. Alors voilà, ça a été mal fait, ça a été imposé et pas réellement souhaité. Voilà, maintenant il faut tourner la page et que cette gauche se mette en marche. Il y a quelques semaines, il y a très peu de temps en définitive, il y a moins de 2 mois, pour essayer d'obtenir un bon résultat électoral. Quand vous regardez l'échiquier politique israélien actuel et que vous voyez à côté de cette union de la gauche un parti comme le parti bleu-blanc, qui est un parti centriste, on ne sait pas si c'est centre de droite ou centre gauche, mais c'est un parti centriste qui caracole en tête dans les sondages avec 35 députés, autour de 35 députés. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous expliquez cela? Écoutez, bleu-blanc, bleu-blanc, et moi je l'appellerais bleu-blanc pas Bibi. Oui. Oui. Mais oui, parce que pour moi, très sincèrement, bleu-blanc, c'est une espèce de deuxième Likoud avec les chefs d'accusation en moins, on va dire. Pour le moment, je vous reprends sur cette affirmation. Un deuxième Likoud, mais c'est aussi un deuxième parti travailliste. C'est aussi un deuxième parce que lorsque la gauche israélienne, lors des élections de 2015, s'était présentée avec le camp sioniste, eh bien, elle avait obtenu tout de même 24 députés. Donc, il y a une sorte de potentiel de gauche dans la vie politique, dans l'échiquier politique israélien, mais tout simplement, il disparaît lorsqu'il y a une formation centriste qui arrive et qui véhicule un message, on va dire, plus facile à porter que le fardeau idéologique des partis Meretz et du parti travailliste descendant du Mappa historique. Écoutez, moi je regarde, j'essaie désespérément de comprendre, ça fait maintenant 1 an et demi que Bleu-Blanc est sur la scène politique, ça fait la 3e campagne électorale qu'elle mène. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi j'ai encore rien entendu, je n'ai pas la moindre idée de tout ce que ces personnes, d'ailleurs tout à fait valables et respectables bien entendu, veulent faire sur la question palestinienne, sur les territoires, sur la position de la religion dans l'État, sur les graves problèmes sociaux d'Israël, parce que ça aussi c'est devenu la chose dont on ne parle plus ni à gauche ni à droite. Il y a 30% d'enfants pauvres dans ce pays, Daniel. Aux dernières statistiques qui ont été publiées, il y a 1 810 000 pauvres en Israël, c'est-à-dire des gens dont les enfants vont partir dans la vie avec un boulet au pied et qui auront les pires difficultés à se faire une place au soleil. Il y a presque un demi-million de familles pauvres, 840 000 enfants pauvres. Personne n'en parle, ni à gauche ni à droite. Disons qu'on laisse de côté les Palestiniens, on laisse de côté même la religion et l'État. Qu'est-ce que Bleu-Blanc a à me dire sur les questions sociales d'Israël? Est-ce qu'on va continuer avec le capitalisme sauvage de Benjamin Netanyahou, qui a eu certains côtés positifs, mais beaucoup de côtés négatifs au point de vue des écarts sociaux? Est-ce qu'il y aura une nouvelle politique économique et sociale? Je sais pas. J'essaye de suivre. Je n'entends rien, à part il faut remplacer Netanyahou. Je respecte, et d'ailleurs, je pense, vous le savez, qu'il faut effectivement mettre un terme au règne de Benjamin Netanyahou, mais ça ne suffit pas. Vous n'allez pas en politique avec un programme négatif. Vous allez vers les gens en leur proposant quelque chose. C'est pour ça que moi je pense que quand on continue dans ce flou artistique et qu'on se concentre sur le seul remplacement de la personne qui est au pouvoir, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Je pense que la situation avec Benjamin Netanyahou est devenue impossible, c'est devenu un poids pour tout l'État d'Israël, et d'ailleurs je suis convaincu que nombre d'électeurs de droite pensent la même chose. Si
que Benjamin Netanyahou ne peut pas sortir de l'impasse personnelle dans laquelle il s'est enfermé maintenant. Et il n'ose pas encore le dire, mais ça viendra. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais. Alors, je voulais reprendre un éditorial qui a été publié dans la presse israélienne au lendemain justement de cette union entre le Meretz et le Parti travailliste de Sever Ploutsker, qui disait que justement il est temps, alors que lui c'est un éditorialiste économique, il disait qu'il était temps de brandir à nouveau l'étendard de la paix et d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Mais bien sûr. Vous pensez que ce genre d'appel peut trouver une écoute positive, on va dire, même à l'intérieur de l'électorat de ce parti Meretz travailliste? Oui, non, à l'intérieur de... Oui. Écoutez, je ne sais pas trop ce qui se passe au Parti travailliste, mais oui, Meretz, oui, c'est un des deux drapeaux que ce parti a été fondé pour lever, le drapeau de la paix, le drapeau comment dirais-je, des initiatives sociales, du programme social à prendre pour rendre ce pays plus juste pour tout le monde. Oui, très certainement. Mais l'opinion publique israélienne en général, non. Effectivement. Pourquoi parce que Benjamin Netanyahou a réussi, et ça il faut lui tirer le chapeau, enfin moi je le déplore, à comment dirais-je, faire passer toute personne qui parle de la paix, alors qu'il y a quand même quelque part un commandement biblique, Bakesh Shalom Veradefeu, c'est devenu aujourd'hui, vouloir la paix aujourd'hui, vouloir débloquer cette situation impossible que nous avons face aux Palestiniens pour essayer de créer quand même les conditions qui lentement, ça se fera pas du jour au lendemain, mais feront fondre ce bloc, briseront cet immobilisme et redonneront un espoir quelconque de remettre en marche un début de processus. Vous voyez comme je suis prudent, Daniel. Oui. Une négociation qui va prendre des années, mais qui va quand même finir par donner l'espoir d'une autre vie chez nous comme chez eux pour les générations nouvelles, est devenue aujourd'hui une atteinte à la sûreté de l'État et à la personne royale de Benjamin Netanyahou. Et ça, c'est un coup de maître qu'il a réussi à faire. Il faut dire qu'il a été assez aidé par on va dire, les Palestiniens, une partie du monde arabe, par ceux qui ont déclenché au cours des 30 dernières années toutes les intifadas dont on a beaucoup... Non, absolument, vous avez raison. Simplement, j'ajoute quand même que depuis 2002, il y a sur la table une initiative de la Ligue arabe qui est reconfirmée chaque fois et qui propose, en échange effectivement de l'évacuation des territoires, une paix complète, une normalisation complète avec Israël. Et c'est une initiative dont le gouvernement d'Israël, depuis 10 ans maintenant que Benjamin Netanyahou est au pouvoir, refuse même de discuter, Daniel. Discuter. Alors, regardons ce document. Nous, gouvernement d'Israël, disons qu'il est inacceptable, qu'il faut changer ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut ajouter autre chose. Non, on n'en parle même pas. Et comme si cette paix était devenue une espèce de menace sur un État juif, comment dirais-je, qui devrait continuer à être une citadelle assiégée, une espèce de Masada des années 2020. Moi, je ne sais pas. Je pense que quand vous êtes un leader au pouvoir, vous voulez quand même ouvrir des nouveaux horizons à votre population et certainement à vos jeunes, et pas leur dire, écoute, voilà, il y a une malédiction qui pèse sur nous, ton grand-père s'est battu, ton père s'est battu, tu viens de finir ton service militaire, sache bien que tes enfants et tes petits-enfants, ils vont continuer à se battre jusqu'à la nuit des temps. Si c'est ça, voilà, je pense qu'on devrait quand même pouvoir essayer de donner autre chose. Mais je répète encore une fois, lorsque vous tenez ce genre de discours aujourd'hui en Israël, dans le meilleur des cas, on vous regarde avec un petit peu de sympathie attristée devant votre naïveté, il comprend rien, etc. Dans le pire des cas, vous êtes un traître à la patrie et à la personne de Benjamin Netanyahou. Et ça, c'est une situation, c'est le seul rôle historique de Bleu-Blanc, si vous voulez, pour moi, à mes yeux. Le rôle historique de Bleu-Blanc est de mettre un terme, d'essayer de résoudre, de recoudre cette société israélienne qui est quand même aujourd'hui fracassée par 10 ans de pouvoir de Benjamin Netanyahou. Et après, les circonstances feront que si ce parti bleu-blanc arrive effectivement au pouvoir, à un moment ou à un autre, de toute façon, il devra déposer les cartes sur la table et on verra ce qu'il a envie de faire. Mais la fracture et la haine que Benjamin Netanyahou a réussi à semer pendant 10 ans entre les différents secteurs de la population israélienne est tellement profonde
qu'aujourd'hui, c'est pour moi la mission numéro 1 de Bleu-Blanc, effectivement, de cautériser toutes ces plaies et d'essayer autant qu'on peut, de rassembler ce peuple encore une fois, comme il l'était. Il n'a jamais été réellement uni, bien entendu, mais on n'est jamais arrivé, je pense, Daniel, que c'est pas un regard de gauche, je pense qu'à droite aussi, il y a beaucoup de gens qui comprennent que la division est allée beaucoup trop loin. Maintenant, il faut que quelqu'un nous aide à repartir ensemble. Pour moi, c'est ça le rôle de Bleu-Blanc. Je n'ai aucune attente idéologique de Bleu-Blanc. Eh bien, Yosham Mishav, merci beaucoup. C'est toujours, comme d'habitude, toujours très intéressant de discuter avec vous, d'avoir votre regard sur la réalité complexe dans la société israélienne et dans la vie politique en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Bonne journée. Merci Daniel, à bientôt.